toutes et à tous et je vous remercie de votre présence à ce forum sur les parcours personnalisés d'apprentissage. Quelle place pour l'intelligence artificielle? Donc, chaque élève apprend de manière singulière, avec ce qu'il est, avec ce qu'il sait, avec ses méthodes et un engagement qui lui est propre. L'enseignant doit alors mettre en place des situations spécifiques, s'appuyant sur des outils choisis pour que chacun d'entre eux puisse apprendre et progresser de manière optimale sans les assigner à reproduire ce qu'ils savent déjà faire. C'est tout l'art d'enseigner et de composer de manière positive avec l'hétérogénéité des élèves en aidant les plus fragiles et en stimulant ceux qui peuvent aller plus loin. Donc, en quoi le numérique peut être une aide pour l'enseignant afin d'élaborer des parcours d'apprentissage répondant aux besoins des élèves? En quoi il favorise une approche personnalisée? Quelle place peut avoir ou peuvent avoir les solutions d'intelligence artificielle et quels sont les leviers et quelles sont les limites? Donc, la tenue de ce forum est l'occasion pour moi de remercier, de souligner le travail et l'engagement tout au long de l'année de tous les enseignants sur le terrain. Et nos intervenants qui se présenteront lors de leur prise de parole nous apporteront leur éclairage par leur expérience, leur expertise sur la place du numérique et plus particulièrement celle de l'intelligence artificielle pour personnaliser les parcours d'apprentissage et répondre de manière ciblée aux besoins des élèves. Je vous remercie. Donc peut-être on va commencer par Nadège. Nadège, donc selon toi, en quoi le numérique va aider, enfin t'a aidé en tout cas dans ta pratique pour personnaliser les parcours d'apprentissage? Alors bonjour à tous. Donc moi je suis Nadège Rousson. Je suis enseignante en CE1 à Avignon, dans l'école élémentaire de l'Amandier. J'enseigne depuis une vingtaine d'années et le numérique s'est imposé peu à peu parce que quand j'ai quand même démarré, le numérique était pas très présent dans les classes. Dans ma pratique, le numérique m'a servi avant tout au début pour adapter. On parlait d'adaptation aux élèves un peu particuliers, donc me servait pour modifier mes supports pédagogiques, pour alléger les exercices à faire, la longueur des exercices, réécrire la consigne lorsque celle du support n'était pas la bonne. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais aller plus loin. Et lorsque j'ai réussi à avoir des PC à l'époque et maintenant des tablettes PC au fond de la classe, dont a parlé Monsieur Amadieu tout à l'heure, ça m'a permis de mettre en place carrément des ateliers pédagogiques, donc soit de besoins, soit liés à des compétences spécifiques, surtout en français et en maths, que je fais tourner en fonction de mes besoins. Voilà. Après, il y a eu d'autres activités faites selon les besoins pour adapter le temps de travail des élèves, notamment lorsque les élèves avaient réussi une tâche en avance, ils pouvaient aller sur les ordinateurs, travailler sur certaines applications. Et puis après, lors du confinement, là, l'utilisation du numérique a pris une autre ampleur sur l'utilisation d'autres applications avec l'IA, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Sinon, je vais peut-être laisser la parole à ma voisine. Oui, alors peut-être on vient de voir une focale premier degré, peut-être dans le second degré, comment le numérique peut aider à concevoir des parcours personnalisés. Là, c'est bon? Oui. Alors, donc Julie Martin-Manivelle, je suis professeure de SVT au lycée Philippe de Girard à Avignon. C'est le hasard, hein. Toutes les deux d'Avignon. Globalement, pour la petite histoire, on a un public très défavorisé, très hétérogène. On était lycée de secteur des quartiers Avignon Sud, plus des villages environnants. Donc, on avait une mixité sociale qui était intéressante. Et puis, il y a eu l'ouverture du lycée à Château-Renard et on a perdu la moitié de nos élèves. Donc, tous les villages environnants qui sont partis à Château-Renard. Et donc, on s'est retrouvé avec plus que les quartiers sud d'Avignon défavorisés. Donc, avec un public plutôt faible. Alors, de mon côté, avant de venir dans le secondaire, j'ai fait de la recherche pendant une douzaine d'années en neurosciences cognitives. Donc, tout ce qui concerne les apprentissages, la motivation, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. J'ai choisi de travailler dans un lycée avec un public défavorisé, justement parce qu'il y a un challenge intéressant d'un point de vue des apprentissages. Et là, d'autant plus depuis 2 ans. Les outils numériques, d'une manière générale, m'ont toujours intéressée. Mais pour le moment, personnellement, je trouve qu'en termes d'intelligence artificielle, on n'a pas vraiment, en tout cas au niveau de prof, là où on n'a
pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a beaucoup d'outils numériques. Hein. On peut visualiser des modèles de molécules 3D. On peut analyser des séquences d'ADN, visualiser la tectonique des plaques. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire du travail collaboratif qu'on pouvait pas faire quand nous on était élèves. Et là déjà ça, j'adore. Mais alors ils se rendent pas compte. Mais moi j'aurais adoré avoir ces outils-là. C'est génial. Sauf que par contre, en termes de personnalisation des parcours, bon, on bricole les trucs, on va faire sur telle ou telle plateforme, sur Chamilo ou autre, on va faire des blocs, des modules par niveau, des trucs comme ça, mais c'est pas de l'intelligence artificielle de mon point de vue, on n'y est pas. Et moi, j'ai pas trouvé, alors j'ai peut-être pas passé assez de temps, mais pour le moment, j'ai pas trouvé d'outils qui soient utilisables à notre niveau, quoi. Mais on en parlera après, j'ai plein d'idées sur ce que j'aimerais avoir. Mais pour le moment, j'en trouve pas d'accès. Pourtant, notre société, elle sait développer des algorithmes qui utilisent très très bien les neurosciences cognitives. YouTube sait très bien nous balancer la vidéo qui va nous intéresser, qui est autour de notre centre d'intérêt, de motivation. Netflix sait très bien comment nous rendre complètement addicts des séries et puis nous envoyer une fois que la série est finie sur une autre. Tous ces gens-là, en fait, Facebook, tout ça, ils travaillent avec des gens, des chercheurs en neurosciences cognitives. Et les moments, j'ai l'impression que, en fait, nous, on est un peu les seuls à pas profiter de ça, alors que pourtant, il y aurait vraiment des choses à tirer de ça. Donc voilà, on sait quelles sont les clés, les piliers pour susciter la motivation, l'intérêt, etc. Et pour le moment, perso, même avec mon bagage de chercheur en neurosciences cognitives, je sais pas les utiliser en classe. Alors peut-être faire un petit focus parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, en tout cas en France, interroge beaucoup notre ministère de l'Éducation et peut-être Nadège pourra nous parler un petit peu parce qu'il n'existe pas encore de solution effectivement, peut-être pour les lycées. Certaines sont en cours de préparation, mais pour le premier degré, en lien avec les apprentissages de fondamentaux, il y a des solutions. Nadège, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ces solutions et comment tu les utilises dans la classe ? Oui, alors comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai commencé à découvrir l'existence de ces solutions pendant le confinement. Ma problématique était de savoir comment mes élèves, donc de CE1, je le rappelle, pouvaient progresser en lecture en étant loin de moi, puisqu'il fallait quand même continuer à travailler. Et je ne pouvais pas moi-même vérifier que leur lecture était suffisamment fluide ou suffisamment opérante, les corriger. On parlait du feedback tout à l'heure, voilà, essentiel. Donc en creusant, en fouillant sur le net, j'ai découvert donc l'application qui s'appelle Lalilo, qui est une application pour la lecture. Qui s'adosse justement à une intelligence artificielle et qui permet de travailler la lecture avec les élèves. Donc les élèves sont totalement autonomes sur un parcours donné. Et moi, en tant qu'enseignante, je peux voir les résultats de leurs exercices. J'ai un tableau de bord qui me montre leurs différents échecs, notamment, y compris lorsqu'ils sont en train de lire. Il y a un enregistrement qui me permet de vérifier ce qui a été lu par l'élève. Donc, ce sont généralement, pour l'instant, ce sont des mots courts que l'intelligence artificielle permet de collecter, mais je pense que très vite on sera sur des phrases plus longues, voire même des textes. Et donc grâce au tableau de bord de cette application, je vois toute leur réussite, je vois leur progression, et je peux moi aussi assigner un certain nombre d'exercices que je souhaite qu'ils fassent ou pas. L'intelligence artificielle décide un certain nombre de choses. Au début, elle propose une évaluation aux élèves qui détermine certaines activités qu'ils ne feront pas. Mais si moi, j'estime que je veux quand même qu'ils fassent cette activité-là, par exemple, moi en CE1, ça sera faire une lecture avec certains phonèmes que je juge devoir évaluer. Je demande à l'application de leur donner ce type d'exercice. Ce qui fait que l'intelligence artificielle est là pour collecter toutes les données nécessaires, me proposer une banque d'exercices que je peux faire donc soit dans la classe, je l'ai dit, en atelier, mais aussi à distance à la maison. Ça me sert beaucoup quand les enfants sont malades, avec le Covid notamment, en continuité pédagogique. Et du coup, j'ai perdu ce que j'allais dire. Et donc, ça me sert également à contrôler ce que moi je veux donner.
L'avantage de l'application et de l'intelligence artificielle, c'est que l'IA m'aide aussi à redonner des compétences qui étaient acquises pour mes élèves et repropose régulièrement aux élèves à un rythme donné de retravailler ces compétences-là alors qu'elles étaient acquises pour retravailler la mémorisation de ces compétences et réactiver les processus d'apprentissage et de travail sur ces compétences-là. Donc ça, on en parlera après des intérêts, j'imagine, mais ça, c'est un des énormes avantages, c'est cette planification pensée et réfléchie pour l'enseignant qui dédouane totalement et aide à la gestion de la classe. Oui, pardon. Je travaille également avec une autre application qui s'appelle Navi, qui sert également à la lecture et à l'écriture, qui fonctionne sur le même principe, mais les élèves ne travaillent pas sur l'ordinateur. C'est moi qui utilise l'ordinateur. On parlait de l'intérêt de l'outil pour l'enseignant avec Franck Amadieu tout à l'heure. Effectivement, là, pour Navi, c'est moi qui ai accès aux données numériques. Et par contre, j'imprime les exercices que je veux donner à mes élèves, toujours grâce au support du tableau de bord et de l'accès aux compétences et du choix multiple d'exercices que je peux sélectionner. Et par contre, les élèves travaillent sur feuille avec des exercices ciblés sur les compétences données. Il existe aussi, je crois, 3 autres applications d'intelligence artificielle pour donc là, elles sont toutes déployées pour le cycle 2, puisqu'il y a eu un protocole de développement d'intelligence artificielle. Donc, pour les mathématiques, je ne travaille pas encore avec parce que on verra, ça fait partie des limites. Ça demande du temps d'utilisation, du temps de prise en main pour l'enseignant, mais aussi pour les élèves. On en a parlé tout à l'heure. Donc, il s'agit de, pour les citer quand même, Adaptive Math, Smart Enseigno, si je me trompe pas, et il me manque la troisième, c'est Mathia. Merci Isabelle. Voilà, peut-être que tu veux compléter pour autre chose? Non, merci, c'est parfait. Je pense que ça permet au public de se rendre compte qu'il y a déjà des solutions qui existent et qu'elles peuvent apporter des aides dans la classe. Alors peut-être une question sur la plateforme. Oui, voilà, il y avait une question par rapport à ce qui a été dit qui concerne le premier degré, notamment lors du confinement, qui serait plutôt adressée à Franck Amadieu. Est-il possible de construire des apprentissages avec l'intelligence artificielle? Alors, ça marche. Alors, je trouve la question pas évidente parce que l'intelligence artificielle, ça renvoie à beaucoup de choses. Là, on évoque effectivement, c'est intéressant, des outils qui s'appuieraient sur l'intelligence artificielle pour accompagner l'élève, si je comprends bien. Il y a aussi des outils qui utilisent l'intelligence artificielle, mais qui sont pas dédiés à l'apprentissage. Prenons Google, un moteur de recherche, c'est l'intelligence artificielle aussi derrière. Donc, est-ce que ça pourrait aider? Moi, je pense que la question, elle est compliquée parce que l'apprentissage à distance, ça pose plein de problèmes. L'apprentissage à distance, surtout en termes d'isolement de l'enfant, l'isolement par rapport au père, l'isolement par rapport à l'enseignant. Moi, je pense que dans l'enseignement à distance, une de mes préoccupations, ce serait plutôt de comment on maintient l'engagement de l'élève à distance. Et là, je vois pas encore ce que l'intelligence artificielle va faire, si ce n'est peut-être cette idée de pédagogie différenciée qui était intéressante, c'est d'avoir des contenus, des choses qui soient adaptées aux besoins et aux avancées de l'élève. Il y avait un complément à la question, c'était sans modèle d'apprentissage de l'élève, comment l'intelligence artificielle analyse réellement les données pour réguler l'enseignement? Et oui, ça pour moi, c'est la question. L'intelligence artificielle, quand elle est basée sur le big data, c'est-à-dire qu'elle va prendre un ensemble d'informations. Souvent, ça utilise par exemple des réseaux bayésiens et en gros, si vous voulez, c'est une moulinette qui va dire en gros tel type de comportement est associé finalement à des performances, etc. Donc, si l'élève il n'a pas tel type de comportement, là du coup, on va lui proposer ça pour qu'il ait tel type de comportement. Le problème, c'est que ce sont des systèmes qui sont sans modèle. Or, alors, mais là, les enseignants seront mieux placés que moi pour en parler. Moi, je trouve que la difficulté quand on utilise des outils basés sur l'intelligence artificielle quand on est enseignant, c'est de ne pas comprendre quelle est la logique de fonctionnement de l'outil. C'est-à-dire que si je ne comprends pas ce que l'outil propose à mes élèves et pourquoi, comment je régule ça? Ça peut être une difficulté. Donc, soit c'est sur des tâches très précises, très simples, et là, je pense que ça peut fonctionner. Si c'est sur des choses plus complexes, je pense qu'on a besoin d'un modèle d'apprentissage, un modèle de l'élève. Mais ça, après, c'est mon point de vue. En revanche, je pense que l'intelligence artificielle basée sur le big data, elle peut être intéressante pour faire émerger de nouvelles idées de modèles de l'apprenant. Ça, par contre, ça peut être intéressant.
Justement, peut-être, Fran, quel rôle et quel impact peut ou pourra avoir pourront avoir ces logiciels d'intelligence artificielle, et comment, peut-être pour revenir un petit peu à ce qui a été dit précédemment, on peut passer de la guidance au niveau des apprentissages autour des outils numériques à l'autonomie de l'élève pour que justement il puisse avoir derrière et développer des compétences. Oui, alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on sait... dans les travaux sur le guidage, j'en ai pas parlé durant la conférence, c'est qu'au début, je vous ai dit, il faut guider, il faut même guider de manière très stricte quand l'élève ne maîtrise pas ou n'a pas encore les compétences suffisantes. Par contre, à un moment, il faut lâcher le guidage. Il faut progressivement commencer à lever le guidage à différents niveaux. Et les travaux le montrent, c'est qu'à un moment, quand l'élève a suffisamment de compétences cognitives, métacognitives, il a besoin de faire, par exemple, de l'exploration, de tester, de faire des hypothèses. Et là, il ne faut pas qu'il soit trop guidé au sens contraint, sinon il ne met pas en place les bons processus. Et donc, on voit sa courbe d'apprentissage qui peut stagner. Donc là, peut-être, c'est une supposition, l'IA pourra prendre en compte les activités des élèves et repérer à un moment les activités qui fonctionnent bien, les habiletés qui sont derrière, et commencer peut-être à elle-même lever les guidages comme un tuteur intelligent classique, entre guillemets. Alors là, on se place du côté des solutions qui existent, mais on voit bien que la notion d'intelligence artificielle est complexe et peut-être même difficile à définir. Donc, on peut se poser un petit peu des questions du point de vue de l'enseignant. Comment pouvons-nous porter un jugement critique sur l'intelligence artificielle si nous ne la comprenons pas? Donc, peut-être là, je vais me retourner vers Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui est mis en place pour former? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour former, acculturer les formateurs, les enseignants aux enjeux de l'intelligence artificielle dans l'éducation? Oui, merci. Donc, Jean-Baptiste Sivet, je suis chargé de mission à l'ADRAN et je suis interlocuteur académique au numérique en mathématiques. Donc oui, effectivement, parmi les questions que l'on peut se poser, déjà, il y a l'acculturation à la notion d'IA, parce que pour l'instant, c'est un sujet nouveau, assez récent. Et déjà, il y a évidemment, ça a déjà commencé à être évoqué, il y a 2 niveaux d'acculturation, ne serait-ce que déjà en tant que citoyen. Je parle là, ne serait-ce que déjà pour l'adulte, je pense qu'on parlera après de l'enfant tout à l'heure, mais ne serait-ce que, par exemple, on nous parle des objets connectés, quelle décision je prends vis-à-vis des objets connectés, et quelle information j'accepte et pourquoi d'utiliser ou de laisser utiliser par le système qui va gérer mon chauffage et qui va être capable de l'adapter, de l'optimiser, peut-être même mieux que moi. Donc il y a ce premier enjeu qui est nécessaire parce que tout n'est pas noir ou blanc. Hein. Il y a, je dirais, il y a des choses bien, mais il faut savoir pourquoi on va le faire. Et puis autre chose qui a été évoquée, au-delà de la vie quotidienne, il y a le positionnement en tant que professionnel. Finalement, on voit bien qu'on est déjà amené à se positionner vis-à-vis de nouveaux outils. Et en particulier, quelles compétences professionnelles on est prêt à transférer à ces outils-là, quelles conséquences, ne serait-ce que pour nos emplois, enfin sans voir quelque chose de négatif par rapport à tout ça, mais par exemple, ne serait-ce que le gain entre ce qu'il faut faire pour le mettre en œuvre et ce qu'on le récolte, je dirais, quand on le met entre guillemets en production. Parce que l'IA, c'est certainement très bien, mais il faut voir, on parlait de l'ergonomie de l'outil, de voir ce que ça nécessite dans sa mise en place. Donc, ne serait-ce que pour prendre ces décisions, je parle de ces 2 points de vue en tant que vie quotidienne et dans ma vie professionnelle. On voit bien qu'il faut avoir observé ces objets et après à les détacher, notamment à les détacher, un point qui est important, d'une image parfois, on va dire, un peu commerciale. Ils sont parfois vendus comme des miracles, alors j'emploie ce terme à bon escient, des miracles technologiques finalement où seuls des génies auraient pu les concevoir. Et je pense que c'est très important justement déjà, et c'est notre rôle d'accompagner les enseignants pour casser cette image-là. Et alors en mathématiques, je suis enseignant de mathématiques, c'est pas nouveau comme phénomène, mais de ne pas confondre, je dirais, une construction réalisée par entre guillemets un génie, de quelqu'un d'initié, qui saurait comment ça fonctionne. Donc le premier niveau déjà,
effectivement, c'est d'accompagner les enseignants, d'accompagner les collègues pour qu'ils soient initiés à la notion d'IA. Donc pour cela, au niveau de l'académie, on a un groupe de réflexion autour de l'IA qui est mené, qui a été mené par la DRAN, donc d'Aix-Marseille, et qui regroupe plusieurs enseignants de plusieurs disciplines et dans lequel on fait des propositions d'acculturation à la notion d'intelligence artificielle. Donc déjà un premier niveau qui est de s'approprier cette notion, et on voit, ne serait-ce que, je terminerai là, que la notion, la difficulté à construire une notion, une définition autour de l'intelligence artificielle, de ce qui relève d'un simple algorithme, de quelque chose de plus abouti et qui relèverait du champ de l'intelligence artificielle, de décider de quelles données on peut ou ne pas transmettre, qui derrière va les exploiter, c'est déjà un champ de discussion très important. Alors peut-être avant de redonner la parole à Julie pour qu'elle nous fasse rêver sur ce qu'elle voudrait bien qu'il y ait dans l'intelligence artificielle au niveau du second degré, est-ce qu'on l'enseigne, l'IA, à l'école, et quels seraient les enjeux d'enseigner l'IA à l'école? Alors effectivement, c'est la suite logique, je dirais, de la première question, puisque mon propos était de dire il faut accompagner les gens et les initier. Et qui de mieux placé que les enseignants, je dirais quelque part, pour initier dès le plus jeune âge à la notion d'IA. Et on va les initier à plusieurs niveaux. Alors je vais prendre par exemple le cas du collège. Bon, outre le fait de s'approprier l'IA, ça va être pour nous, notamment par exemple en mathématiques, un terreau, je dirais pas fabuleux, mais presque, ne serait-ce, je dirais, pour répondre à la question du fameux à quoi ça sert les maths. Parce que on est sur un sujet finalement d'actualité, donc qui génère pour les élèves, lorsqu'on aborde cette question, qu'on cherche un petit peu à ouvrir la boîte noire sur un sujet qui crée de l'appétence, de l'émulation, et puis sur des thèmes finalement qui sont ressentis comme d'actualité. Et ce qui est important de comprendre, c'est avec des outils qui sont familiers aux élèves de collège. C'est-à-dire, on peut travailler la notion d'intelligence artificielle autour de notions comme des nuages de points, des médiatrices, de tracer des droites pour séparer et aider à la prise de décision. Donc ça, c'est le premier niveau au collège. Et puis, évidemment, l'intelligence artificielle, je dirais que au lycée, c'est la suite logique. Bien évidemment, pour plusieurs motifs. D'abord, le lycée, c'est un niveau où on va commencer à se spécialiser. Et donc, aborder la question d'intelligence artificielle dans les apprentissages au lycée, ça va aider des élèves à comprendre déjà, sur un thème comme l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui relève de l'étude mathématique, qu'est-ce qui relèverait d'un domaine de mise en œuvre technique qui serait peut-être plus de la NSI. Et donc, aborder de manière croisée l'intelligence artificielle dans différents apprentissages, je dirais, c'est important. Et également pour mettre en œuvre, je dirais, mettre en évidence la complémentarité de ces apprentissages. Donc, juste pour conclure sur cette part, il y a un dernier point que je souhaiterais évoquer sur l'enjeu de l'enseignement de l'IA dans l'école. Alors évidemment, il y a l'aspect initier le citoyen dès le plus jeune âge, pour qu'il sache de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, l'aider à se rendre compte que ce qu'il aborde dans les enseignements scolaires, ça lui permet d'aborder ces questions-là. Et en fait, c'est un enjeu pour notre pays, quelque part. C'est un enjeu fondamental parce que faire rencontrer l'IA aux élèves, ouvrir la fameuse boîte noire pour aller voir qu'en fait, à partir du moment où on comprend comment ça marche, on peut s'en emparer, c'est offrir à très court terme des étudiants motivés, passionnés, des entrepreneurs décidés finalement à améliorer, voire même créer, et c'est très important, sans aucun complexe d'infériorité, notre futur technologique. On a tendance parfois à penser qu'il faut être, allez, je vais me permettre ce pas de côté, mais il faudrait presque être américain pour pouvoir faire de la programmation, créer des intelligences artificielles. Or, pas du tout. C'est un sujet clairement d'avenir et je pense que l'école, notre système scolaire a pleinement sa place à jouer là-dedans. Et donc pour ça, effectivement, il y a une deuxième partie, c'est les travaux mutualisés académiques, donc les TRAM. Et l'objectif, c'est de produire des séquences pédagogiques, c'est-à-dire montrer aux enseignants comment on peut
dans le cadre des apprentissages en mathématiques, par exemple, construire, utiliser l'IA comme objet d'étude. Et donc ça, on est en train de publier nos travaux. C'est un programme national, les TRAM, qui sont donc dont le thème d'étude a démarré cette année, se poursuivra l'année prochaine. Et donc, si vous allez sur les sites académiques ou le numérique éducatif d'Aix-Marseille, vous retrouverez ces propositions en cours de réalisation. Donc là, elles sont publiées sous statut d'ébauche, mais elles seront finalisées d'ici à la fin de l'année de propositions de scénarios pédagogiques. Alors Merci. oui, je crois que ça fait réagir. Allez, donc la salle réagit. Voilà, il y avait une question concernant ce que vous venez de dire. Donc, l'IA est un des thèmes d'enseignement de l'enseignement scientifique du tronc commun de cycle terminal dans lequel interviennent les enseignants de mathématiques. Donc, quels enjeux, quels objectifs d'apprentissage prioritaires et comprendre le fonctionnement ou les limites? Voilà la question posée. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir eu la totalité de la question. Sur la partie thème d'étude, oui, effectivement, je confirme. Donc, c'est pour ça, c'est l'enjeu du TRAM de proposer des situations pour les enseignants, parce que pour l'instant, on manque un petit peu de séquences étudiées où l'IA est un objet d'étude, donc pas utilisé, comme ça a été dit par la collègue tout à l'heure, pour faciliter le travail d'enseignant, mais vraiment comme on va regarder comment ça marche. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de produire et de valider avec plusieurs autres académies. Et après, il y avait un « ou » dans la question qui m'a un peu perturbé sur la fin. J'ai pas compris, en fait, si la personne voulait savoir s'il fallait mettre des limites ou pas. Alors, la question, c'était donc quels objectifs d'apprentissage prioritaires et D'accord. comprendre le fonctionnement ou les limites, point d'interrogation. Alors, d'accord. Donc de toute façon, l'enjeu, comme tout, c'est, j'en reviens à mes tout premiers propos, il faut éclairer les élèves. Alors, la personne qui a posé la question, elle précise, la priorité est-elle d'enseigner le fonctionnement de l'IA ou d'en comprendre les limites, en fait? Voilà. Donc, il y a bien les deux sujets, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut comprendre ce que peut faire et ne pas faire l'IA. J'en reviens à mon propos d'image commerciale, de storytelling qui est actuellement fortement vendu et ce qui est normal, c'est le jeu. Mais donc, vous avez par exemple en seconde le cours de SNT, l'enseignement de SNT, où on peut évoquer ce genre de sujet. Je pense qu'effectivement, il faut évoquer ce qu'est l'IA et ses limites, sans pour autant je dirais, entre guillemets, le diaboliser. Le terme est peut-être maladroit, mais justement, après, il y a un moment donné où il faut ouvrir la boîte noire et aller voir ce qu'il y a dedans et évoquer le fonctionnement un petit peu technique, les statistiques, les probabilités, et ne serait-ce, j'en reviens à ma discipline mathématique, ne serait-ce que pour montrer que ce que font les élèves dans leurs enseignements de mathématiques a une application, une utilité dans les apprentissages. Merci. Alors, peut-être revenir un petit peu sur la conclusion de la conférence précédente où on disait que le numérique doit servir la pratique de l'enseignant. Peut-être se dire en quoi l'IA, par exemple, dans le second degré, qu'est-ce qu'il faudrait que les solutions d'IA proposent à l'enseignant justement pour qu'elles viennent servir les pratiques de l'enseignant. Là, c'est bon. Et je vais laisser allumer. Alors apparemment, il y a des choses quand même déjà qui sont faites. Ils sont toujours en avance dans le primaire. Mais moi, c'est sûr que ce que j'aimerais avoir en termes d'utilisation, c'est un système tuteur intelligent, comme décrivait Franck tout à l'heure, qui permet de maximiser les progrès de l'élève. Au moins, ne serait-ce que sur les connaissances, les fondamentaux. Moi, qui ai des élèves dont beaucoup sont faibles, pour pouvoir construire quoi que ce soit, j'ai besoin qu'au moins il y ait une base, des fondations qui soient consolidées. Et ça, j'ai pas le temps en fait de le faire individuellement, un par un. Ils ont tous des difficultés différentes. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est, par exemple, je sais pas, l'échelle du vivant, pour ceux qui sont branchés sur la biologie, l'échelle du vivant, en gros, l'idée, c'est, les échelles, c'est un organisme, je simplifie, on va dire que les inspecteurs sont pas là, un organisme est fait d'organes, qui lui-même est fait de cellules, qui lui-même, elles-mêmes sont faites de molécules, qui elles-mêmes sont faites d'atomes. En fait, si mon élève, au début de seconde, ou allez, au bout de 2-3 mois, est pas au point là-dessus, je peux essayer de construire tout ce que je veux. De toute façon, ça se cassera la figure, ça tiendra pas.
Donc, au moins sur ces connaissances-là, j'aimerais un système qui soit intelligent dans le sens où l'idée, il me semble, à chaque fois, c'est de rester dans la zone proximale de développement, c'est-à-dire avoir un exercice qui est pas trop facile, sinon on s'ennuie, mais pas trop difficile, sinon on lâche. Donc, c'est maximiser la motivation, avant tout, pour pouvoir maximiser les apprentissages. Un élève faible, classiquement, si c'est trop difficile, il va se décourager, il va même pas démarrer. En fait, il va même parfois même pas se rendre compte qu'en fait, il est capable de le faire parce qu'il va regarder le truc, il dit, de toute façon, j'y arriverai pas. Donc, d'avoir un système qui s'adapte à là où il en est, à son besoin du moment pour l'aider à démarrer, ça m'intéresse parce que sinon, j'ai les élèves qui se découragent. J'appelle ça la politique de l'échec. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas travailler et avoir 0, mais en n'ayant pas travaillé, plutôt que d'avoir travaillé puis de se retrouver avec un 2. C'est moins violent. Psychologiquement, c'est moins dur. Sauf que si on a un système qui permet de les faire repartir de là où ils arrivent à démarrer et qu'après on les ramène vers le haut, bah là, du coup, on les a récupérés. Et après, je peux faire quelque chose même alors, on en fait de la différenciation, on en fait tout le temps. On travaille avec plein de collègues sur la différenciation, mais honnêtement, même en demi-classe, moi, j'y arrive pas comme je voudrais y arriver parce qu'en fait, ils ont tous des nœuds d'incompréhension à des endroits où, si on les prend pas quasiment un par un, en fait, on peut pas débloquer le truc, ne serait-ce que sur les connaissances. Et d'avoir un système qui me permet quelque part de déléguer ce travail-là d'apprentissage des connaissances, des savoirs bruts, ça permet après de libérer du temps, du coup, pour avoir une analyse plus fine en classe, plus individuelle sur quels sont les problèmes, travailler sur la compréhension, le raisonnement, la formulation. J'ai des élèves qui sont qui souvent comprennent. Ils comprennent ce qu'on est en train de faire. Ils ont compris l'interprétation du graphique. Pourquoi la courbe là, elle descend, elle monte. En fait, globalement, ils ont compris, mais ils sont pas fichus de l'exprimer avec des mots. Déjà, souvent, le français n'est pas leur langue principale dans la famille. Donc, la formulation. Certes, la compréhension, elle est là, mais la formulation, elle n'est pas là. Et donc, j'essaie en ce moment beaucoup de travailler justement sur cette partie-là, parce qu'il y a des élèves qui dès qu'ils formulent correctement, ils gagnent 3-4 points faciles. Sauf que d'habitude, j'ai pas le temps de le faire un par un, la formulation. Donc, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir déléguer une partie du travail. Enfin, en tout cas, c'est une utopie. Mais c'est vraiment pas évident parce que... en fait, alors j'ai commencé un travail avec un chercheur qui travaille avec une entreprise qui développe des serious games. Donc l'idée étant de développer une plateforme qui permet de s'auto-entraîner, auto-évaluer, etc. Une auto-formation. Alors d'une part, là en tout cas avec ces personnes-là, la limite elle était souvent technique, c'est-à-dire que on pouvait souvent faire en gros que du QCM, parce que l'analyse de texte, par exemple, une rédaction de raisonnement, à analyser pour un système même d'intelligence artificielle, bon, bien fait, oui, mais sinon, les trucs de base, en fait, c'est très compliqué. Mais donc, on était bloqué sur la forme d'interrogation de l'élève, donc ça, j'ai trouvé ça limitant. Bon, après, il y avait une deuxième limite de mon point de vue, qui est peut-être dû au côté justement travailler avec une entreprise, même si lui était chercheur. Il y avait un endroit où on n'était pas sur la même longueur d'onde par rapport à notre objectif. C'est-à-dire que eux, ce qui les intéressait, c'était de comparer donc les expérimentations qu'on a faites, donc ont été très chamboulées par le Covid, le confinement, tout ça. C'était pile pendant le premier confinement, donc c'était pas top. Mais l'idée, c'était pour eux, dans leur tête, c'était de comparer. Voilà, sur une leçon, on prend un groupe d'élèves qui fait la classe, qui fait la leçon en classe avec le prof, comme d'habitude, puis un groupe d'élèves qui voit pas le prof et qui travaille que sur du numérique. Donc en gros, comment est-ce qu'on peut faire pour remplacer le prof? Alors j'essaie de leur expliquer que si présentaient comme ça à mes collègues, globalement, ils n'allaient pas avoir une success story parce que l'idée de se faire remplacer par la machine, c'est pas trop notre truc. Déjà, ça c'est un peu un petit point de coinçage. Par contre, j'expliquais, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir
justement, on ne devrait pas être en concurrence, en fait. On doit pouvoir déléguer une partie des apprentissages au système, parce que, voilà, sur des choses, de la répétition, de la plasticité cérébrale, voilà, l'effet répétition, on peut le faire. Mais donc voilà, il y a un problème d'objectif déjà, à mon avis, dans le développement. Alors, peut-être pour rebondir là-dessus, je sais pas, peut-être Franck, est-ce que c'est vraiment l'idée de remplacer le professeur par la machine? Et peut-être est-ce qu'on ne devrait pas y voir et peut-être apporter un éclairage sur une évolution ou favoriser en tout cas une évolution du modèle d'apprentissage? Est-ce que justement cette intelligence artificielle peut jouer ce rôle-là? Alors, je rejoins tout ce qui a été dit là précédemment par mes collègues, parce que je pense que c'est vraiment l'enjeu que je vois à court et moyen terme, c'est ça, c'est d'avoir des outils qui aident l'enseignant à gérer la classe, gérer les avancements des différents élèves pour pouvoir se consacrer à d'autres choses, etc. L'idée du remplacement de l'enseignant, c'est complètement utopique, il n'y a aucun intérêt à remplacer l'enseignant. Pourquoi? Je prends un exemple très simple. Imaginons on a un système d'intelligence artificielle, n'importe quel système, qui propose des choses à l'élève. On sait que l'être humain s'adapte en fonction des systèmes. Vous commencez à créer un modèle du fonctionnement du système avec lequel vous interagissez. Tiens, à chaque fois que je fais ça, je vois que bon, il me dit que c'est OK. Ben, je fais comme ça. Je prends l'exemple de LSA, Latent Semantic Analysis, donc qui était basé déjà dans les années 80 sur cette idée de faire une analyse des productions d'élèves à partir des mots et de la proximité sémantique des mots. Et ben, l'analyse montre que c'est assez proche de ce que ferait un correcteur. En tout cas, c'est bien corrélé aux notes d'un correcteur humain. Donc, on pourrait se dire, ben, je vais remplacer l'humain par ça alors. Sauf que cette analyse se base beaucoup aussi par la proximité sémantique des mots. Mais si je vous fais une liste de mots, mais pas des phrases, c'est une façon de contourner le problème. Et ben, l'analyseur me dira que c'est pas si mal finalement. Alors que l'enseignant me dit, mais non, tu n'as pas fait de phrase. Donc, bon, je caricature, mais ce que je veux dire, c'est qu'un élève, à un moment, il peut trouver des échappatoires en disant, tiens, quand je fais ça, le système n'y voit que du feu ou ça convient au système. Et s'il n'y a pas d'enseignant, s'il n'y a pas de quelqu'un qui régule, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut surtout pas laisser les apprenants uniquement avec des systèmes, surtout pas. Il faut qu'il y ait toujours un enseignant et je pense que les systèmes, quels qu'ils soient, intelligents, pas intelligents, ce qu'on veut, il faut les prendre comme des boîtes à outils. C'est juste des outils ponctuellement qu'on va chercher et qu'on met en place dans sa pédagogie, dans sa pratique enseignante. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et l'outil qui remplacera l'enseignant, ça n'a aucun sens, en fait. Il n'existe pas. Et peut-être sur les modèles d'apprentissage par rapport au... Oui. Alors, sur les modèles d'apprentissage, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure brièvement. Ce qui peut être intéressant, alors là, c'est le big data, c'est-à-dire que c'est de l'intelligence artificielle, non pas sur la classe, sur l'élève, mais sur des masses de données, et ça fait remonter parfois des liens, des fonctionnements peut-être de l'apprentissage qu'on n'aurait pas vu. Et ça, je pense que l'intelligence artificielle, elle peut être intéressante parce que c'est des techniques, en fait, si vous voulez, qu'on appelle bottom-up, donc ascendantes, où on part des données sans interprétation et on essaie de faire remonter des modèles à partir de ça et donner du sens. Et ça peut, je pense, alors là, je le pense du point de vue de la recherche, être intéressant pour les chercheurs pour comprendre éventuellement les apprentissages ou faire évoluer des modèles. Mais je le raisonne plus du point de vue de l'intérêt de la recherche que de l'enseignement pour l'instant. D'accord. Ben, merci beaucoup. On me fait signe que le temps de parole est terminé. C'est dommage. Il y avait encore peut-être d'autres questions à poser. En tout cas, peut-être quelques propos conclusifs en remerciant encore chaleureusement les intervenants de cette table ronde d'avoir rempli pleinement l'exercice de ce jour. Peut-être conclure par que le travail des enseignants du XXIe siècle dépasse, je pense, largement le spectre des tâches automatisables, ce qu'on venait de dire, et les apports de l'intelligence artificielle. Donc, et c'est loin, en tout cas, cet apport-là est loin d'être magique. Un enseignant au XXIe siècle, c'est d'abord un créateur d'environnement d'apprentissage, un accompagnateur. Il possède des compétences difficilement reproductibles par l'IA, comme l'empathie, la bienveillance, le jugement critique, la flexibilité cognitive qu'il transmet au quotidien à ses élèves. Et au cours de cette matinée, nous avons pu prendre en tout cas conscience que l'apport réel de l'intelligence artificielle s'inscrit bien dans un dispositif d'aide à l'identification des réussites et des besoins, en s'appuyant à la fois sur le profilage, la prédiction, les systèmes de tutorat intelligents, les systèmes adaptatifs personnalisés. Tout cela modifie alors
alors le rôle, la place, la pédagogie de l'enseignant qui devra faire preuve d'adaptabilité. Ainsi, nous semble-t-il urgent de mettre en place des innovations pédagogiques en associant l'ensemble des acteurs, et que ce soit ceux de l'intelligence artificielle, les entreprises, les chercheurs, l'éducation nationale, les experts, afin de préparer les citoyens de demain au monde qui est le leur aujourd'hui, en tout cas, et nous le savons bien, qui intègre déjà l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Bon.